Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un cours parmi les cours à distance destinés aux élèves de la 3e année du cycle collégial. Dans ce cours, je vais essayer de concentrer sur 4 éléments. Parmi ces éléments, la structure narrative, dont l'objectif est de reconnaître les caractéristiques des péripéties, ça veut dire événements. Le deuxième élément, c'est le dialogue dans le récit, dont l'objectif est de reconnaître la valeur du dialogue dans le récit. Et le troisième élément, c'est la subordonnée de cause, dont l'objectif est de savoir comment employer et utiliser les expressions pour exprimer la cause. Et aussi, le dernier élément, c'est la subordonnée de conséquence. Bien sûr, avec ces expressions. Commençons par ma première fiche, qui concerne les péripéties. Donc ici, avant d'entamer, c'est-à-dire cette démarche, j'aimerais bien vous faire un petit rappel concernant la structure narrative ou bien le schéma narratif. Vous savez bien qu'on a 5 étapes à suivre pour, c'est-à-dire dans un récit ou bien dans un roman. On a au schéma narratif la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et après la solution du moment et vers la fin la situation finale. Donc, regardez bien ici, on a parmi ces définitions, on a une définition qui est valable ou bien qui est correcte. C'est à vous de découvrir laquelle parmi ces définitions qui est correcte. Les péripéties, c'est le début de l'histoire. Ils nous présentent le décor, mais aussi la description du héros, du temps et du lieu. Est-ce que c'est vrai, cette affirmation? Non. Donc, les péripéties ne correspondent pas à la situation initiale ou bien à cette définition. Donc ici, c'est le début de l'histoire, il correspond à la situation initiale. Donc, on barre ou bien on élimine, on exclut cette définition. Les péripéties, c'est la situation d'équilibre est perturbée. C'est-à-dire dans les péripéties, la situation d'équilibre est perturbée et modifiée par un élément ou bien un événement ou un personnage. Est-ce vrai? Non. Donc, la même chose, on exclut cette définition. Les péripéties, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de continuer sa quête afin d'aboutir à un nouvel équilibre. Donc, est-ce que cette définition correspond à la définition des péripéties? Oui. Donc, les péripéties, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros, c'est-à-dire on a une succession des événements. La troisième, donc, à exclure, et la dernière, le héros vit un nouvel équilibre, meilleur ou pire, ou retrouve l'équilibre de sa situation initiale. Donc aussi à exclure. Donc voilà la réponse valable, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de continuer sa quête afin d'aboutir à un nouvel équilibre. À retenir. Dans le schéma narratif toujours, un petit rappel, il y a la situation initiale, élément perturbateur, et après il vient les péripéties. Donc, ce sont toutes les actions, tous les événements qui permettent au héros de continuer sa quête afin d'aboutir à un nouvel équilibre. Donc ici, on a dans les péripéties, il y a des événements. Dans un récit, il y a des actions qui succèdent selon le schéma suivant. Il y a un événement 1, événement 2, événement 3, événement 4 et événement 5, etc. Très bien. Et bien sûr, on a la solution et la situation
final, c'est parmi aussi les constituants du schéma narratif. Maintenant, passons pour voir le dialogue dans le récit. Comme vous savez, le dialogue il joue un rôle très important. L'auteur recourt à cette stratégie pour donner plus de liberté, c'est-à-dire au personnage pour qu'il s'exprime. Pour qu'il s'exprime et aussi pour nous donner plus d'informations. Donc, nous allons voir parmi ces propositions lesquelles qui sont vraies ou bien sont fausses. On a la première proposition, un dialogue est nettement séparé du récit par la ponctuation. Ça veut dire qu'il y a des tirets devant des répliques. Les répliques, c'est les paroles dites par les personnages. Il y a des guillemets pour encadrer le dialogue. Les guillemets, un tiret à chaque changement d'interlocuteur, etc. L'interlocuteur, ça veut dire celui qui parle dans le récit, ou bien dans le dialogue. Donc, est-ce que cette affirmation, ou bien cette proposition est vraie ou bien fausse? Oui, bien sûr, c'est vrai. Passons pour la proposition 2. Le dialogue, il nous donne des informations sur les personnages, les lieux, les temps et les actions, etc. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Donc, la réponse, c'est vrai. Donc, cette proposition est vraie. Dans un récit, le dialogue perturbe et freine l'avancement des actions. Est-ce que le dialogue, il perturbe? Non. C'est le contraire. C'est le contraire. Il aide à l'avancement des actions. Donc, cette proposition est fausse. La dernière proposition, le dialogue se caractérise par la présence des verbes introducteurs, de paroles ou bien de pensées, comme le verbe dire, demander, réclamer et ainsi de suite. Donc, que pensez-vous de cette proposition? Très bien, donc cette proposition est vraie. Très bien, pour récapituler, le dialogue occupe une place importante dans le récit. Il a une valeur informative, c'est-à-dire il nous donne des informations sur les personnages, les lieux, les actions et aussi le temps. Il fait avancer l'action. Donc voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la quatrième proposition, il fait avancer l'action. Et si pas le contraire, il perturbe l'action. Donc le dialogue se caractérise par la présence de la ponctuation, les guillemets, les tirets et les verbes introducteurs. C'est quand on parle du discours direct, discours indirect. Très bien. Le troisième élément de cette science, c'est la subordonnée de cause. C'est la subordonnée de cause. On a ici deux exemples. Nous allons travailler sur ces deux exemples. C'est à vous de dégager où est la proposition principale et où est le moyen ou bien l'expression employée dans cette, c'est-à-dire proposition ou bien dans cet exemple pour exprimer la cause et aussi où est la proposition subordonnée. Commençons par la première phrase ou bien le premier exemple. Il est très fatigué parce qu'il a beaucoup travaillé. Donc, dans cet exemple, où est la proposition principale? Donc, très bien, la proposition principale, c'est « il est fatigué ». Où est le moyen employé ou bien utilisé pour exprimer, c'est-à-dire la subordonnée? C'est parce que. Très bien. Donc, il a beaucoup travaillé, c'est la proposition subordonnée. C'est à vous de voir le deuxième exemple. Essayez de découvrir ou bien de me dire où est la proposition principale dans le deuxième exemple, où est le moyen employé et aussi où est la proposition subordonnée. Très bien. Donc, comme il fait beaucoup chaud, il met un chapeau. Très bien, donc,
Le moyen, on commence d'abord par le moyen. Voilà l'expression comme, c'est le moyen qu'on utilise pour exprimer la cause. Elle fait beaucoup chaud, c'est la proposition subordonnée. Elle met un chapeau, c'est la proposition principale. Très bien. À retenir. La cause indique la raison pour laquelle se produit un fait ou une action. Il existe plusieurs moyens et plusieurs expressions pour exprimer la cause. Parmi ces expressions, on a parce que, à titre d'exemple, parce que, vu que, puisque, comme, car, plus l'indicatif. Donc ici, je parle de l'indicatif comme mode, c'est-à-dire vous pouvez trouver, il y a du temps présent, passé composé, l'imparfait, passé simple, et ainsi de suite. Donc, grâce à cause de, plus le nom. Très bien. Maintenant, on va voir et on va passer directement pour voir le quatrième élément de cette science, c'est la subordonnée de conséquence. C'est la subordonnée de conséquence est en relation avec la cause. Très bien. Donc, on a deux exemples, la même chose. Elle est intelligente, si bien qu'elle a résolu facilement l'énigme. Elle travaille bien de façon que son patron soit satisfait. Donc, la même chose que vous allez faire, vous allez dégager la proposition principale, l'expression et la proposition subordonnée. Donc, la proposition principale dans les deux phrases, ou bien les deux exemples, les voilà. Elle est intelligente. Et dans le deuxième exemple, elle travaille bien. Et l'expression ou bien le moyen employé pour exprimer, c'est-à-dire la subordonnée, on a si bien que et de sorte ou bien de façon que. Et la proposition subordonnée, on a elle a résolu facilement l'énigme dans le premier exemple. Le deuxième exemple, son patron soit satisfait. Pour conclure, la proposition subordonnée indique le résultat de l'état ou de l'action de la proposition principale. La subordonnée exprime alors la conséquence. On a des moyens pour exprimer cette conséquence. On a tellement que plus l'indicatif, ou bien si que plus l'indicatif. On a un exemple, elle est tellement intelligente qu'elle a résolu l'énigme, ou bien elle est si intelligente qu'elle a résolu l'énigme. De telle sorte que, trop pour que, plus mode subjonctif. Tu es trop tricheur pour que je te pardon. Voilà un exemple. Donc ici, le verbe se met au subjonctif, le verbe pardonner. Très bien. Trop pour plus l'infinitif, ou bien assez pour plus l'infinitif. Anas est trop doué pour être capitaine d'équipe. Ou bien Anas est assez doué pour être capitaine d'équipe. Très bien. Donc passons pour voir, ou bien pour se positionner par rapport à vos apprentissages que vous avez retenus jusqu'au-là. Donc ici, on a un quiz. Dis si ces affirmations sont vraies ou fausses. On a les péripéties désignent la solution finale de la nouvelle. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc cette affirmation, est-ce que c'est vrai ou bien fausse? Les péripéties désignent la solution finale de la nouvelle. Donc cette affirmation, c'est fausse. Très bien. Les péripéties présentent le cadre spatio-temporel et les personnages du récit. Est-ce que dans les péripéties, on présente les personnages et le cadre spatio-temporel? Non. Donc ici, on est dans la situation initiale. Donc, c'est fausse. Cette affirmation est fausse. Les péripéties est une suite d'actions en quête de l'équilibre. Donc, c'est correct. Donc, les péripéties, oui, c'est une suite d'actions. C'est une suite d'actions ou bien actions qui se suivent en quête de l'équilibre par le personnage principal.
Deuxième question. Voici quelques caractéristiques de la structure d'une verbe. Cochez celles qui correspondent à l'étape des événements ou bien péripéties. La plupart des verbes sont à l'imparfait. Est-ce que dans les péripéties, c'est-à-dire parmi les caractéristiques des péripéties, on a l'imparfait? Est-ce que c'est vrai? Donc, ah non. Donc, dans les péripéties, il n'y a pas, c'est-à-dire, on ne conjugue pas les verbes à l'imparfait. Donc, cette étape peut contenir des dialogues. Oui, dans les péripéties, on peut trouver qu'il y a un dialogue. L'auteur, il intègre un dialogue au sein des péripéties. Très bien. C'est la plus courte étape. Rappelez bien qu'on a parlé des péripéties, on a dit il y a péripéties 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, il y a des actions, il y a des événements. Donc, c'est le contraire. Donc, c'est faux. Il vient après l'événement inattendu. C'est juste. Oui. Donc, les péripéties, il vient après l'événement perturbateur ou bien déclencheur, modificateur. Très bien. La narration y domine. Donc, puisqu'on a des actions, il y a des verbes d'action. Donc, ici, il y a la narration. Donc, parmi les caractéristiques des péripéties, il y a la narration. Il suit la situation stable. Regardez bien, il y a une relation entre c'est-à-dire les affirmations ou bien les propositions concernant les caractéristiques des péripéties. Donc, il suit la situation stable. Est-ce que c'est vrai? Ah non. Donc, on a dit, il suit événement inattendu. Très bien. C'est souvent la plus longue étape de la nouvelle. Oui, c'est correct. Donc ici, on a des événements, on a des actions faites par le personnage principal. Donc, passons pour autre chose. Complète ce tableau en mettant une croix dans la case convenable. On a aussi des propositions concernant le dialogue et vous allez me dire est-ce que ces propositions sont vraies ou bien sont fausses. Le dialogue est nettement séparé du récit par une ponctuation. Donc, c'est vrai. Le dialogue, il informe sur les personnages, c'est-à-dire il nous donne des informations sur le personnage, leur nom, leur âge, leur métier, leurs sentiments, leur attitude, et aussi il nous donne des informations sur le lieu et le temps. Est-ce que c'est vrai? Donc, vrai. Donc, cette proposition est vraie. Dans un récit, le dialogue, elle perturbe et freine le déroulement et l'avancement de l'histoire. Est-ce vrai? Ah, rappelez bien, on a parlé au début de cette séance, on a parlé de tout ça. Donc, c'est faux. Le dialogue se caractérise par la présence des verbes introducteurs. Donc, quand je parle, par exemple, Mohamed a dit, ou bien Rachid a dit. Donc, il y a un verbe introducteur. Donc, dans le dialogue, il y a des verbes introducteurs. C'est vrai. Parmi ces deux phrases, laquelle exprime la cause? Toujours, ce qu'il faut faire, il faut faire attention aux expressions employées dans la phrase. Donc, regardez bien les deux exemples. Puisqu'il a peur, il reste chez lui. Cet élève fait ses efforts pour que ses parents soient contents. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? La question qui se pose ici, ou bien posée ici, c'est de dire laquelle parmi ces deux phrases qui expriment la cause. Donc, c'est la première phrase. Très bien. Donc, c'est la première phrase qui exprime la cause. On a ici le moyen puisque. Bar, les moyens qui n'expriment pas la cause. Bar, ça veut dire il y a des moyens ici, ou bien une expression, ou bien des expressions qui ne font pas partie du moyen qui exprime la cause. On a vu que, plus que, parce que, aussi que, si bien que.
Donc, c'est à vous de découvrir le moyen ou bien l'expression qui exprime la cause. Très bien. Donc, on a plus que et ne fait pas partie des expressions qui expriment la cause. Plus que, c'est le moyen employé pour exprimer la comparaison. Aussi, on a aussi que. Donc aussi, c'est la même chose, c'est le moyen qu'on utilise pour exprimer la comparaison. Et on a si bien que, c'est la conséquence. Relie ces propositions pour exprimer la cause. Il a perdu son diamant, il pleure. Toujours ici, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'exprimer la cause en employant ou bien en utilisant les moyens, les expressions de la cause. Il a perdu son diamant, il pleure. Donc, la phrase « Il pleure parce qu'il a perdu son diamant ». Ou bien on peut dire « Il pleure car il a perdu son diamant ». Il y a d'autres expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer la cause. Dans cette phrase, remplace si que par si bien que pour exprimer la conséquence. Elle fait si froid qu'il porte son lourd menton. Donc cette phrase, elle exprime la conséquence. Très bien. Donc on a le moyen, ou bien l'expression, c'est si que. Vous remplacez si que par si bien que. Donc la phrase, elle devient « Elle fait froid si bien qu'il porte son lourd menton ». Très bien. Parmi ces phrases, laquelle exprime la conséquence? Elle est trop vieux pour faire une longue marche. Comme la situation est difficile, on ne peut pas agir. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est la phrase qui exprime la conséquence. Donc, la phrase, c'est la première phrase. Elle est trop vieux pour faire une longue marche. Voilà la phrase juste. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance et c'est à vous de se positionner. Vous êtes arrivé à quelle étape? Ou bien vous êtes capable d'identifier l'étape péripétie dans une nouvelle? Est-ce que vous êtes capable de s'exprimer ou bien d'exprimer la cause en utilisant ces moyens? Aussi, vous êtes capable d'exprimer la conséquence et est-ce que vous êtes capable de faire la distinction entre la cause et la conséquence? Merci à vous et merci pour votre attention.